Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème de célibataire par défaut. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Anua. Bonjour Anua. Hello. Comment tu veux te présenter et te définir ? Alors moi c'est Anua. Comment je me définis ? Enfin, je pense qu'il y a deux façons de se définir. Il y a la façon dont le rôle qu'on a, enfin la position qu'on a dans la société, et moi-même comment je me définis. C'est vrai que moi je me définis pas forcément, dans le sens où, à part le fait d'être un être humain, le reste n'est pas tant important, à part selon voilà les rencontres que je fais avec les gens. Et là du coup bien sûr il y a des choses qui sont importantes à communiquer, mais voilà. Après, d'un point de vue sociétal, moi je suis métisse, blanche et noire, donc africaine, européenne. Je suis aussi non binaire. Après, mes pronoms, peu importe. Moi j'ai l'habitude d'utiliser les pronoms féminins principalement par habitude et par flemme. Et parce qu'il y a aussi pas vraiment de pronoms neutres en français. Sinon, je suis une créative, donc ça c'est quand même peut-être important pour moi. Je me définis plus par ça, et c'est plus comme ça que je me suis toujours vue au-delà de toutes les autres définitions. Cool. Est-ce que tu veux dire ton âge et là où tu habites ? Oui, alors j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans cette année, et j'habite à Manchester en Angleterre. Ok, merci. Dans mon podcast Sologamy, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France, mais aujourd'hui, on est donc au Royaume-Uni. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va discuter ensemble du choix ou non d'être célibataire, comment on s'épanouit en célibataire quand toutes nos relations ont été désastreuses ou que nous n'avons jamais été en relation. Est-ce qu'on a le choix d'être célibataire dans une société patriarcale et violente ? Est-ce que c'est un privilège de se dire sologame ou célibataire par choix ? On va se poser toutes ces questions avec toi, Anua, mais d'abord, je voulais savoir si ça veut dire quoi pour toi être célibataire ? Pour moi, être célibataire, je pense que j'ai un peu la définition un peu conventionnelle, c'est-à-dire qui n'est pas en couple. Moi, c'est pour ça que même si j'ai eu des relations plus souvent assez courtes, je me suis toujours définie comme célibataire depuis que je suis née, parce que je prends pas en compte ces relations dans la définition de couple. Ou pour moi, il y a vraiment une manière. Il y a plusieurs manières d'être en couple, mais je pense que il y a quand même des codes en fait qui font que moi, si ça correspond pas, moi je vois ça plus comme du célibat. Donc t'as eu des relations mais t'as pas été en couple, c'est ça ? Ouais, voilà. Où il y a jamais eu le mot couple mis. Enfin, ma relation la plus longue, elle a duré 2 mois. Donc et on n'a jamais établi qu'on était en couple, même s'il y avait des implicites où on était exclusif ou quoi, mais il y a jamais eu le mot en fait. Et pour moi, du coup, je considère pas ça comme être en couple. Donc t'as toujours été célibataire, Ouais. selon toi. Est-ce que tu relis bonheur et couple ? Alors pendant longtemps, oui. C'était quand j'étais jeune, c'était quelque chose d'assez conscient. Après, c'est tombé dans l'inconscient où c'est vraiment j'y réfléchissais pas, mais pour moi, c'était quelque chose d'évident. Je pense que c'est lié au conditionnement, à tous les films que je regardais, ou enfin même quand on dit je suis heureuse, parfois en fait on veut dire je suis en couple, comme si c'était deux choses qui voulaient dire la même chose. Et enfin ça fait quelques années que j'ai commencé à me déconstruire sur pas mal de choses, et sur enfin j'ai aussi commencé le développement personnel. Ça m'a permis aussi de vraiment prendre du recul sur mes propres croyances en fait. Et donc là en fait plus vraiment plus vraiment. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai pu me permettre de penser que c'est possible d'être heureuse en étant célibataire. Ce qui était quelque chose qui était juste impossible pour moi en fait. C'était moins l'idée que
être en couple, c'est forcément être heureux, mais plus être célibataire, c'est impossible. Tu peux pas être heureuse en étant célibataire. Et je sais, même quand j'étais jeune, je me disais, si à 25 ans je suis pas célibataire, je vais mettre fin à mes jours parce que je pense pas que je serais capable de le supporter. Ce qui maintenant me paraît absurde, mais ouais, ça a été pendant longtemps ma vision des choses, quoi. Oui, tu viens de dire si à 25 ans je suis pas célibataire, mais tu voulais dire oui. si à 25 ans je suis pas en couple. Voilà, c'est ça. Le lapsus. Ouais. Est-ce que la solitude c'est important pour toi? Moi, je parle beaucoup de solitude. Il y a aussi Virginia Woolf qui a écrit sur Une chambre à soi, un lieu à soi. Est-ce que pour toi, c'est des moments importants de solitude ou au contraire, tu n'aimes pas la solitude? Ah, énormément. Ah, j'adore. J'adore. C'est quelque chose de nécessaire pour moi. Je pense que dans ma vie, la solitude, ça a au moins 80% de place. En termes d'énergie. J'ai vraiment besoin d'être seule souvent. Moi, je me considère comme introvertie, donc je puise mon énergie dans la solitude aussi, et j'ai besoin d'être dans une bulle. En fait, je pense que le fait d'avoir été célibataire et d'autres données ont fait que j'ai construit une bulle qui est assez riche, une bulle intérieure, et donc j'ai énormément besoin d'espace. Je pense que j'en parlerai un peu plus après, mais du coup, c'est un peu paradoxal avec quand je suis en relation où du coup, moi aussi, je suis dépendante émotionnelle, et donc en fait où j'ai besoin d'être avec l'autre, d'être dans cette présence-là, et ça me bouffe moi aussi parce que j'ai quand même toujours ce besoin nécessaire d'être seule en fait. Et donc c'est vrai que j'ai pas encore appris à gérer les deux. Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui? Alors mieux qu'elle n'a jamais été. Je sais pas si c'est dit en français, mais je pense qu'elle n'a jamais été mieux qu'elle l'est maintenant. Je pense qu'il y a encore j'ai encore pas mal de travail à faire. Mais je pense que j'ai quand même construit une certaine confiance en ma capacité à me gérer émotionnellement et psychologiquement. Mais comme un peu tout le monde peut-être, il y a des hauts et des bas, quoi. Est-ce que ton célibat, ça pèse sur ta situation financière, puisqu'on sait que quand on est célibataire, on va peut-être payer un loyer plus important, ou pour toi, c'est pas une question, comme tu as toujours été célibataire, tu vois pas l'impact financier? Voilà, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Moi, j'ai tellement toujours été habituée à je me suis, j'étais indépendante financièrement assez tôt. À partir de 18-19 ans, je suis partie de la maison familiale, et donc j'ai un peu commencé à gérer mes finances moi-même et à trouver comment financer mes études, tout ça par moi-même. Donc c'est vrai que la question du couple, ça m'a jamais, d'être en couple et la part financière que ça, l'impact que ça a, je me suis jamais vraiment posé la question, quoi. Donc moi personnellement, je trouve que j'ai pas beaucoup d'impact négatif par rapport à ça. Et comment tu vis ta sexualité en célibataire? Alors du coup, il y a des phases. Alors jusqu'à 26 ans, j'étais vierge. Et je pense que j'avais une énorme peur de l'autre, ou j'osais pas trop aller vers les personnes qui m'attiraient. Moi j'avais toujours cette idée que si je dis à quelqu'un qui m'attire, la personne va être repoussée par ça. Du coup j'ai été vachement très renfermée là-dessus, même si j'ai toujours eu une forte libido depuis au moins 12 ans, quoi. Et donc depuis mes 26 ans, donc elle est quand même assez riche. Je suis quelqu'un de très curieuse, et donc du coup j'aime explorer, et c'est vrai que je peux pas tenir plus de 2-3 mois sans avoir de rapport sexuel. Donc voilà, après moi je trouve que du coup le célibat m'apporte une énorme liberté, que c'est vrai que je me dis que si j'étais en couple monogame et exclusif, ce serait quelque chose qui serait peut-être dur pour moi à renoncer. Et donc je pense que si jamais un jour je suis en couple, je pense que je préférerais essayer le couple libre, parce que moi je dissocie vraiment la sexualité
du couple. Pour moi, la sexualité, c'est quelque chose, oui, qui peut être aussi une part du couple, mais qui est aussi liée en fait à l'individu. Et c'est vrai que je vois ça un peu comme le fait d'être exclusif, comme forcer l'autre personne à renoncer à un désir en fait, surtout si les deux personnes, ou enfin les deux trois personnes, enfin peu importe le nombre que le couple comprend, il y a un décalage de libido et tout. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie, quoi. Je me dis, moi, j'ai pas envie de renoncer à mon besoin parce que l'autre, est en décalage avec. J'ai besoin quand même de le nourrir, que ce soit avec une autre personne dans ce cas-là, quoi. Mm-mm. Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat? Je sais pas trop, en fait. Oui et non. Oui, parce que par rapport à mes croyances, en fait, que j'ai intégrées, que voilà, c'est une sorte de honte ou un peu un échec d'être célibataire, ou on peut te regarder genre oh c'est triste, ou enfin moi je pense en plus la réaction que j'ai souvent avec les gens, c'est ah mais t'es jolie, je comprends pas. J'ai toujours eu ça. Ah mais pourquoi, même des gens qui croyaient que je mentais parce que comme si comme si c'était impossible, enfin. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'énervait parce que comme pendant longtemps, moi, c'est tout ce que je voulais, et qu'il y avait des gens qui pensaient que je mentais sur ça, alors que moi, j'aurais préféré mentir et que ce soit pas vrai. Euh, et souvent, quand on me demande, ah, est-ce que t'as quelqu'un? Et je réponds non, il y a toujours une forme de gêne. Enfin, comme si, ah mince, c'est un peu gênant, même que l'autre est gêné, du coup, comme si, enfin, il avait posé une question qu'il n'aurait pas dû poser parce que, donc, euh, donc, euh, donc ouais, mais après au quotidien, enfin comme c'est quelque chose qui est assez habituel, j'y pense pas vraiment. C'est vraiment plus quand je suis amenée à en parler avec d'autres personnes, quoi. Ok, on va passer au thème du jour. Célib par défaut, déjà, pourquoi t'as choisi ce thème? Alors parce que je pense que ça définit un peu mon histoire d'un point de vue romantique, sexuel, quoi. Où en fait, comme j'ai dit, c'était toujours mon plus grand rêve, c'était d'être en couple. Et à travers, enfin voilà, mon développement personnel, j'ai réalisé que j'avais une dépendance émotionnelle, et j'ai aussi une hypersensibilité qui fait que en fait, je pense que physiquement, psychologiquement, je suis incapable de gérer une relation amoureuse. Euh, non, à ce stade-là, j'en suis incapable. Et pendant un certain temps, en fait, j'ai voulu forcer ça parce que comme je voulais tellement, et j'avais pas envie d'accepter que en fait pour l'instant je suis pas prête, quoi. Enfin émotionnellement c'est vraiment trop compliqué à gérer. euh, donc voilà, je pense que c'est un angle qui est pas forcément développé souvent. Enfin souvent on a soit il faut aimer être célibataire, c'est un choix qui est totalement voulu, et moi en fait c'est plus un choix par défaut. En fait c'est bon, comme je vois que le couple, là, clairement, c'est pas possible pour l'instant. Bon, on va apprendre à apprécier le fait d'être célibataire parce que l'autre, c'est pas une option. Donc, ce que tu dis, c'est que, en fait, les rares fois où t'as été en relation, tu souffrais de dépendance émotionnelle, de dépendance affective, et donc tu n'arrivais pas à profiter. Et du coup, t'as mis fin à ces relations parce que ça marchait pas. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux en parler? Oui, alors j'ai eu, on va dire, deux relations qui ont duré à peu près 2 mois toutes les deux. La première, en fait, elle s'est finie parce qu'il est parti. Il est parti. Donc moi, je vis à Manchester et il vivait aussi à Manchester, et il a déménagé à Londres. Et enfin ça, je le savais depuis le début, mais on s'est dit on y va et on va voir où ça nous mène. Et donc ça s'est un peu fini. Sans vraiment qu'il y ait eu de discussion, quoi. Il est parti, après il est revenu peut-être un mois plus tard, et après après ça s'est un peu transformé une sorte de juste enfin comme une sorte de plan cul. Et après on avait essayé de se revoir, et en fait il était trop pris par le travail, et moi ça me stressait parce qu'il répondait pas au rythme, enfin à mon goût, quoi, au niveau du rythme. Donc je lui ai dit en fait je préfère qu'on s'arrête là. Et donc en fait c'est le gros
entre guillemets problème dans mes relations, c'est que j'ai énormément d'anxiété et je ne sais pas le gérer. Enfin, en tout cas, d'une manière qui soit agréable. En fait, c'est toujours très désagréable. Moi, j'ai l'impression d'être en apnée pendant toute la relation, avec aucun moment où je respire, en fait. Et donc, c'est pour ça que, pour l'instant, j'ai pas réussi à faire plus de 2 mois. La deuxième relation, du coup, ça s'est arrêté pour ça, en fait, parce que moi, j'arrivais pas, c'était trop, émotionnellement, c'était trop dur. Lui, il était, je pense, la relation, elle a été assez rapide, en fait, où la première fois qu'on s'est vu, moi, je lui ai posé la question s'il voulait qu'on sorte ensemble. En anglais, on dit dating, s'il voulait dater. Donc, c'est pas encore en couple, mais c'est plus, on est dans un processus, en tout cas, d'apprendre à se connaître et d'être ensemble. Et donc voilà, et je pense que lui, au final, lui non plus voulait pas vraiment être en couple et que c'était aussi, il avait sa vie bien, il avait énormément d'amis, et donc il travaillait beaucoup, donc en fait, je pense qu'il avait du mal aussi à me donner de la place, même si on a essayé tous les deux de s'adapter à l'autre train de vie, parce que moi j'avais un rythme assez tranquille, alors que lui c'était un rythme très effréné. Il était soit tout le temps à travailler, soit c'était un musicien, donc soit à faire à s'entraîner, soit à voir ses amis, et donc c'était vraiment compliqué de gérer nos 2 rythmes, et donc à la fin en fait émotionnellement j'en pouvais plus. Donc je lui ai dit que je préférais m'arrêter là. Donc ces 2 relations, c'était des personnes, des hommes qui n'étaient pas disponibles émotionnellement, en fait, enfin qui n'étaient pas, qui ne te donnaient pas l'attention que tu voulais, c'est ça? Oui. Et du coup, je l'ai pas dit parce que je suis non binaire, mais je suis principalement attirée par des mecs. Et donc toutes les relations que j'ai eues, c'est avec des mecs cis. Il y a eu 2 bisexuels et sinon hétéros. Et en fait, j'ai eu 2 relations comme ça. Après, c'était plus j'étais comment je peux dire, en date, c'est-à-dire qu'on a fait des dates mais on n'était pas ensemble. Du coup, ma première fois en fait, je me suis énormément attachée au gars, et pendant, je crois, ça a duré 8 mois, j'ai pas réussi à m'en détacher. En fait, on s'est vu 2 fois. Lui, il habitait à Londres, et à la base, c'était vraiment plus un plan cul en fait. Et sauf que moi, je me suis attachée énormément à lui, et que lui aussi, dans sa manière de se comporter avec moi, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il voulait être avec moi. Et je lui ai quand même posé la question, et lui, il voulait pas être en couple parce que en fait, il sortait de 10 ans de relation, enfin pas avec une seule personne, mais il a enchaîné les relations, et du coup, lui, il cherchait plus à explorer d'autres manières de faire des rencontres. Et sauf que moi, en fait, je disais que j'étais ok avec ça, mais en fait, j'étais tellement attachée que j'essayais à chaque fois, de faire en sorte que ça se fasse. Et donc, j'ai mis 8 mois à vraiment apprendre à accepter, en fait, et à le laisser partir, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, j'en avais marre, mais en fait, c'était comme si c'était plus fort que moi. Donc, je gardais le lien avec lui. Et donc, ça a été vachement éprouvant parce que c'était en plus pendant la pandémie. Et donc, moi, j'étais chez moi, enfin, je faisais rien du tout, donc j'y pensais H24. Donc, et c'est là où vraiment, où je pense que j'ai, comment dire, pendant toute ma vie, en fait, j'ai vraiment pas bloqué mes émotions parce que je suis hypersensible, donc c'est impossible pour moi, mais trouver une manière d'un peu les fuir. Et là, je crois que la situation, le fait d'être chez moi tout le temps et d'avoir cette première sorte de relation a fait que les émotions ont explosé, je savais pas du tout comment les gérer, donc c'était vraiment très dur. Et lui, il m'aidait pas parce que voilà, lui-même, je pense qu'il était aussi émotionnellement indisponible. Et donc ouais, ça a été vachement éprouvant. Je crois que c'est une de mes expériences les plus challengeantes. Mais ouais. Et aujourd'hui, t'en es où? Du coup, tu disais au début de l'épisode que tu ne reliais plus bonheur et couple, mais en même temps, tu es toujours dépendante émotionnelle, affective, et donc là, tu dates des gens, ou tu t'es dit quoi, que valait mieux être célibataire du coup par défaut et de dater personne, ou t'arrives à baiser des gens sans t'attacher? Comment tu fais en fait au quotidien? Alors je date plus, donc ça fait
2 ans, enfin, au final, non, ouais, 1 an et demi que je date plus. L'année dernière, j'ai testé les coups d'un soir où vraiment c'était juste une fois. Et j'ai réalisé la première fois que j'arrivais en fait à me détacher. Si c'était juste une fois, en fait, on n'allait pas se revoir. Et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, toutes les rencontres que j'ai faites depuis mes 26 ans et même avant, ça a toujours été avec des applis de rencontre. J'ai jamais, enfin, si ça m'est arrivé 2 fois où j'ai rencontré quelqu'un en dehors des applis de rencontre, mais sinon, en fait, moi, j'ose pas en fait aller. Et comme je suis introvertie, que je passe la plupart du temps de mon temps chez moi, en fait, je suis pas trop amenée à faire des rencontres. Et donc ouais, et donc l'année dernière, j'ai testé les coups d'un soir et j'ai réalisé que j'arrivais émotionnellement à le gérer parce que c'était juste une fois et donc après, voilà, on se parlait plus. Et donc après, j'ai fait la rencontre. C'était un ami d'une amie qui m'a parlé de lui et ça a été ma deuxième relation là. Et après ça, je suis revenue au coup d'un soir et donc après j'ai voulu faire une sorte de pause hivernale. Donc je crois que j'ai dû faire ça pendant 3-4 mois. Et cette année en fait j'ai testé. C'est marrant parce que j'écoutais un de tes podcasts dont tu parlais des clubs échangistes. Et du coup, j'ai testé toute seule. Et donc, j'ai bien aimé. Et en fait, j'aimais bien l'idée qu'en fait, il y a un endroit pour ça. Enfin, un endroit pour avoir des relations sexuelles ou des relations avec l'autre. Et quand j'en sors, voilà, c'est vraiment très compartimenté. Et donc, et ça me permet, en fait, moi, je pense qu'émotionnellement, j'ai besoin que les choses soient très binaires. Parce que l'ambiguïté, c'est ça qui me perd en fait totalement. Dans toutes mes relations, j'ai eu l'impression qu'il y avait toujours de l'ambiguïté entre la personne est émotionnellement indisponible, mais la manière dont elle se comporte avec moi. Enfin, moi j'ai besoin vraiment de. Si c'est juste du sexe, et ben en fait on n'apprend pas à se connaître. Enfin, il n'y a pas de gestes romantiques, rien du tout quoi. Moi j'ai vraiment besoin que ce soit binaire, et donc j'ai vraiment apprécié ça. Et donc après cette expérience, j'ai découvert un site qui est un site en fait. Un peu échangiste, mais en fait, tu peux aussi faire des rencontres d'une personne à une personne, c'est pas forcément avec des couples. Et donc, c'est un peu ce que je recherchais pendant longtemps, c'était une sorte de Grindr, mais pour hétéro, entre guillemets, parce que je me définis pas vraiment comme ça, mais comme moi, j'ai été assignée meuf à la naissance, et que je suis attirée par les mecs, on va dire que c'est une forme d'hétérosexualité. Je cherchais un peu l'équivalent de Grindr où c'est vraiment pur sexe, et même Tinder je trouve que c'est pas assez en fait parce qu'il y a aussi des gens qui cherchent à dater sur Tinder, et donc je cherchais une alternative à ça, et en fait ce site je trouve qu'il est pas mal. C'est parce que c'est aussi des gens qui sont assez comment dire, assez expérimentés, en tout cas qui sont vraiment dans une optique aussi où c'est vraiment dans l'exploration sexuelle, et j'aime beaucoup ça, et aussi la manière dont on échange, c'est vraiment moi loin du dating quoi. Et donc c'est ça que j'apprécie. Donc en ce moment je suis en train un peu de tester ça. Parce que comme je disais en fait, des fois je me dis j'aimerais bien être purement célibataire, n'avoir aucun lien, mais en fait j'ai une forte libido, et aussi moi c'est une manière de faire des rencontres en fait. Moi j'ai pas vraiment de tabou avec le sexe, et pour moi je le vois pas du tout, je le dramatise pas en fait, je le vois vraiment, c'est juste une forme, c'est comme un hobby en fait. Et donc et moi c'est une manière de rencontrer des gens, j'apprécie aussi cette manière de découvrir quelqu'un en fait juste par ça. Et donc voilà. Donc tu dis c'est un site échangiste et c'est avec des gens, des couples, j'ai pas retenu. Alors ouais, c'est un site en fait pour faire des rencontres, et donc dedans tu peux soit chercher des couples, soit chercher un homme seul, soit chercher une meuf seule, et donc voilà, donc tu peux mettre sur ton profil ce que tu cherches, tu peux aller chercher les profils, en fait tout le monde peut t'envoyer des messages, c'est pas une appli en fait, c'est un site, donc ouais. Mais comment tu sais que tu vas pas t'attacher émotionnellement au coup d'un soir? Parce que si ça se passe bien et que tu as envie de revoir la personne ou le couple, comment tu fais? Alors c'est un risque. Et en fait je le vois un peu comme du microdosage. Enfin, je sais qu'il y a une technique comme ça où il y a des gens qui microdosent
des champignons, je sais pas quoi, pour que leur système il soit habitué sans forcément comment dire, que ça a un effet psychotrope. Et ben moi je le vois un peu comme ça, je vais vraiment microdosage en fait, et quand je sens que je m'attache, je travaille dessus. Mais comme c'est à une microdose, émotionnellement c'est gérable. Par exemple là il y a une semaine en fait j'ai eu un coup avec un gars, et en fait après qu'on ait couché ensemble, on a commencé à parler, et je sentais parce que je suis restée quelques heures chez lui, et je sentais que là je m'attachais en fait. Moi ça prend 2 secondes hein, pour que je m'attache à quelqu'un, et là je suis en train de m'attacher à lui. Mais en fait j'arrive de mieux en mieux à le gérer quand c'est par petites doses, et du coup le jour d'après je lui ai envoyé un message, et je sentais qu'il allait mettre du temps à répondre, et je m'étais prête, je me dis allez America. Au début en fait je m'étais dit 1 heure, et après tu le bloques, parce qu'en fait c'est la seule manière pour moi de vraiment me détacher de quelqu'un, c'est de le bloquer. Ça a un effet dans mon cerveau où je me sens libérée, et je me dis tu peux 1 heure et tu le bloques si t'as pas répondu. Après 1 heure je m'étais dit, en fait je m'étais rappelé d'une phrase que ma mère m'avait dit. Elle m'avait dit mais laisse jusqu'au bout, juste pour te permettre de le vivre, et pour toi te permettre d'être capable d'aller au-delà. Et en fait je me suis dit allez, je vais checker toutes les heures, et je vais pour voir s'il m'a répondu. Donc j'enlève ma wifi et tout parce que c'était sur WhatsApp, et je vais vraiment vivre l'émotion quoi. Je sais pas si tu connais le concept un peu en anglais on dit river of misery, c'est-à-dire la rivière de la misère. En fait t'es submergé de l'émotion, il faut comme une vague, il faut la laisser te submerger vraiment, en te rappelant que t'es capitaine, que t'as toujours la main sur je sais plus comment on appelle le truc du bateau là, et donc c'est ce que je me suis dit, et donc voilà, et d'observer toutes les pensées qui me viennent, vraiment être dans l'hyper conscience en fait, et donc c'est ce que j'ai fait. Après il a fini par répondre, et de toute façon je savais que c'était pas à Manchester en fait, c'était à Newcastle j'étais allée, donc je savais que de toute façon aussi j'allais rentrer chez moi, et que voilà. Mais donc moi c'est un peu ce que je fais maintenant. Si je sens que je m'attache, de toute façon j'ai mes règles, c'est-à-dire que si je sens que je m'attache, je cherche pas à aller plus loin. Si je sens que c'est trop émotionnellement, je bloque la personne, et je sais que ça me permet de passer à autre chose. Mais je sais qu'idéalement j'aimerais arriver à passer à autre chose sans avoir à bloquer la personne. Donc je le fais par microdosage quand je sens que je suis capable, que la situation me le permet, d'attendre par exemple 1 jour. Je sais que plus d'1 jour je peux pas, plus d'1 jour je dois bloquer la personne, mais voilà. Et comment ça s'est fini avec ce gars du coup? T'as réussi à pas le bloquer, ou alors t'es partie de Newcastle, ou vous êtes revus? Ouais, parce que je lui ai envoyé un message. Il m'avait dit potentiellement qu'on pouvait se revoir le lendemain, parce que moi je repartais le lendemain dans la début de soirée. Et donc en fait il m'a répondu finalement que en fait il avait pas mal de choses donc il pouvait pas. Après du coup je lui ai juste dit si jamais tu viens à Manchester, tu peux hit me up, tiens, je sais pas comment on dit, tiens-moi au courant quoi. Et donc il m'a dit oui, qu'on pourrait aller à un club, échanger, c'est tout. Et donc en fait moi ce que je me dis c'est que je sais que, en tout cas j'ai besoin de me le dire que c'est pas vrai tout ça, qu'on va pas se voir, qu'il va pas venir à Manchester, pour que je passe à autre chose quoi. Mais en fait le fait de le dire ça permet de fermer, mais de fermer la parenthèse, mais en gardant un échange cordial quoi. Et donc voilà. Et donc après je m'étais dit, en fait à chaque fois je me prépare, je me dis je vais peut-être avoir besoin d'1 semaine pour gérer. En fait je pense que c'est vraiment ça qui m'aide, c'est l'acceptation de ma dépendance émotionnelle, d'accepter que une fois que c'est là, de pas chercher à l'enlever, mais juste de la laisser me submerger, tout en posant des cadres. Et pour l'instant c'est ce qui marche quoi. Waouh. Du coup t'as réussi à pas le bloquer? Ouais, du coup, j'ai réussi à pas le bloquer. Ok, ça m'évoque plein de choses. Donc, tu citais mon épisode sur les clubs échangistes. C'était dans mon autre podcast, Marie sans filtre. Si les personnes qui écoutent veulent aller
veulent aller vérifier ça, ça s'appelle Je sors en club échangiste. C'est un des épisodes le plus écoutés de Marie sans filtre parce qu'évidemment ça intéresse tout le monde, les clubs échangistes. Et puis par rapport à la dépendance affective, ce que tu dis c'est super intéressant. Mais et tant mieux pour toi si tu arrives à gérer. Moi, je sais que je fais aussi pas mal de travail sur ça. Et ce que tu dis sur le blocage, c'est très intéressant. Ouais, moi aussi, je sais très bien m'auto-larguer et bloquer les gars quand j'en peux plus. Et j'ai l'impression d'être super méchante. Mais comme tu dis, c'est une façon de se libérer et de passer à autre chose. Sinon, on ne peut pas. Et moi aussi, je fuis physiquement. Donc, je pense le fait que tu pars de Newcastle, que tu rentres à Manchester, moi, souvent, j'arrive à mettre fin à une relation quand physiquement je pars. Et comme je suis aventurière, je sais pas, je vais partir en aventure, je vais partir en voyage, et ça permet de couper la relation. Mais après, moi, je peux pas m'empêcher de dire que la responsabilité est du côté des gars, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'investissent pas dans la relation, ils nous donnent des miettes de pain, ils mettent 6 heures, 24 heures à répondre aux messages, et en fait, on peut s'adapter, on peut poser des cadres, on peut essayer de faire du développement personnel, d'aller voir des psys, de notre côté de faire un travail, mais tant que les hommes cis en fait nous traiteront comme de la merde et pourront pas s'engager dans des relations, en fait on sera condamné à vivre ces émotions là. Et c'est vrai que c'est important de les accueillir, de faire de la méditation, d'accueillir l'émotion comme tu dis, mais tu l'as dit aussi, ça prend des fois une semaine pour après gérer le contre-coup. Et moi, je sais que souvent, il me faut 6 mois, 1 an pour m'en remettre. Enfin, pas pour m'en remettre, mais tu sais, pour avoir envie de retourner là-dedans. Et là, j'ai aussi publié un épisode de Marie sans filtre sur les applis de rencontre, et je t'admire vraiment d'utiliser les applis de rencontre, parce que ce que je dis dans cet épisode de Marie sans filtre, c'est que les applis de rencontre, pour moi, ça renforce ma dépendance affective, puisqu'on est tout de suite dans un rapport de séduction. Et quand tu dis que même sur Tinder, c'est pas assez sexuel à ton goût, je suis d'accord. C'est qu'en fait, on dit que voilà, les applications de rencontre, les mecs utilisent ça pour juste baiser. Mais en fait, il y a toujours l'aspect, oui, il faut parler, il faut apprendre à se connaître. Après le sexe, c'est bien que le mec prenne soin de nous et nous reparle. Mais comme tu dis, en fait, c'est comme ça qu'on s'attache aussi. Donc, ce que j'avais aimé aussi en club échangiste, c'est qu'il y avait pas du tout cet aspect-là et que je m'attachais pas. Donc, je pense que quand je vais réécouter cet épisode qu'on est en train d'enregistrer, je vais pouvoir en tirer plus de leçons. C'est très intéressant. Et je vais aussi publier bientôt un épisode de Marie sans filtre sur la dépendance affective, un nouveau, parce qu'en fait, je suis en train de m'en débarrasser. Moi, c'est différent. C'est qu'il y a quelques semaines, j'ai eu une relation avec un gars qui s'est bien passé. Et pour une fois, tu vois, de tomber sur un gars qui répond à mes messages dans un délai raisonnable et qui est gentil et qui vient au rendez-vous, etc. En fait, j'ai pu travailler dessus et me sortir de cette dépendance affective. Et en fait, quand je m'en suis sortie, c'était juste avec lui. Hein, je dis pas que je serai plus jamais dépendante, mais quand je m'en suis sortie, je me suis rendu compte qu'il me plaisait pas. Je me suis rendu compte, en fait, j'avais envie qu'il me donne de l'attention, j'avais envie d'être aimée, mais en fait, je me suis dit, mais en fait, je le trouve pas beau, il m'excite pas. Bon, bref, ça pose plein de questions. Donc toi, aujourd'hui, tu vas continuer sur ce chemin. Après, c'est assez récent, donc je sais pas trop. Je tâte un peu encore le terrain. Après, moi, j'ai des phases comme ça, j'ai des phases de pur célibat où j'ai plus d'énergie à donner à quelconque relation avec l'autre. Et après des phases de, je suis un peu en chien, si tu me permets l'expression. Et donc voilà. Je sais pas, peut-être qu'un jour, je m'ouvrirai à nouveau au fait de dater si je sens que j'arrive de mieux en mieux à gérer mes émotions. Pourquoi pas? Mais en tout cas, maintenant, j'accepte l'idée que en fait, ça puisse ne jamais arriver, en fait. Ce qui avant, comme je le disais, était quelque chose qui me terrifiait. Maintenant, je me dis, si je continue dans ces expériences jusqu'à la fin de ma vie, en fait, c'est quand même assez enrichissant pour moi. Je trouve que il y a quand même un rapport à l'autre que j'arrive dans lequel j'arrive à puiser, en fait, des enseignements ou même c'est agréable d'être en lien avec l'autre, et même ça te permet aussi de grandir, tout ça. Donc ouais, après moi c'est vrai que par rapport aux mecs indisponibles, en fait maintenant j'essaie vraiment de
de plus penser à leurs responsabilités dans le sens où en fait de toute façon je peux rien y faire. Donc je me concentre vraiment que sur moi et ce que je peux faire par rapport à ça. Donc pour toi, les coups d'un soir ou l'échangisme, c'est pas du dating. Non. Le dating, tu arrêtes et tu te mets dans des relations purement sexuelles. Ouais. Et pour toi, ça te protège. Ouais, ça me protège, mais aussi ça me permet d'y aller, comme j'ai dit, vraiment petit à petit. Parce que le date, enfin ce que j'ai réalisé, c'est que c'est un peu comme on dit vouloir courir avant d'avoir appris à marcher. Et en fait, pour moi, les relations amoureuses, en fait, on grandit avec l'idée que c'est quelque chose d'évident, que c'est quelque chose de naturel, tout le monde sait comment être en couple. En fait, non, moi je sais pas, en fait. Émotionnellement, je sais pas comment être en couple. Je sais pas comment gérer. J'ai pas les compétences. C'est pas juste une question de connaissance, mais j'ai pas les compétences, en fait, pour ça. Et j'ai eu du mal à l'assumer parce que je me dis comment c'est pas normal, quoi. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde sait être en couple et moi j'y arrive pas et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'ai commencé à apprendre à accepter que voilà, après c'est peut-être lié à mon éducation, à mon hypersensibilité, je sais pas trop pourquoi, mais moi je sais que pour l'instant c'est pas voilà, c'est pas une compétence que j'ai. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que on nous apprend pas à avoir des relations saines. Ouais. C'est pas que ton éducation, je pense que c'est la société aussi. On nous montre ces modèles dans la culture de couples qui marchent tout seuls, d'hétérosexualité qui fait rêver alors que non. On nous explique pas comment le faire en fait. C'est censé être magique, les coups de foudre et tout. Et ça revient à l'éducation affective et sexuelle. Si elle était vraiment enseignée dans les écoles en France comme la loi l'y oblige, on n'apprendrait pas seulement le consentement, on apprendrait aussi à comment en fait donner de l'amour aux autres et comment vivre une relation et comment savoir quelle relation on veut nous aussi. Et du coup, c'est vrai que ça retire de la responsabilité. Je me dis, c'est pas notre faute. On nous a pas appris, on nous a pas donné les bons modèles. Et après, je me disais par rapport aux hommes cisgenres, est-ce qu'il fallait, comme je suis pansexuelle, est-ce qu'il fallait que je me dirige vers d'autres personnes qui peut-être seraient plus disponibles émotionnellement? Mais en fait, je me dis que je pourrais être dépendante affective dans n'importe quel type de relation avec... par exemple, si je sortais avec une meuf, je vois pas pourquoi ce serait différent. Bon, après, c'est sûr qu'une personne qui répond à mes messages, ça se passe mieux. Mais du coup, voilà, moi aussi, je vais me définir célibataire par défaut parce que finalement, moi, je vais parler au jeu. Moi, j'ai envie que quelqu'un me dise bonne nuit le soir et bonjour le matin, que quelqu'un me fasse des bisous et des câlins, c'est très agréable. Mais je n'arrive pas à avoir des plans cul réguliers, des relations légères. et j'étais longtemps en couple, mais c'était il y a longtemps, quoi. Donc maintenant, je rencontre des gens, mais ça ne se passe pas facilement. Donc voilà, ça me plaît beaucoup cet épisode parce que ça me permet d'assumer que moi aussi je suis célibataire par défaut. Et du coup, ma question suivante, c'était comment tu fais aujourd'hui pour t'épanouir dans ton célibat si on met de côté du coup tout ça le sexe. Est-ce que tu parlais de solitude tout à l'heure, est-ce que tu as mis en place des choses pour t'aimer plus ou pour passer du moment de qualité avec toi-même ou avec tes amis ou avec d'autres gens? Comment tu fais si tu as des choses à partager aux gens qui écoutent Sologamie, comment tu fais pour vivre mieux ton célibat? Alors comme j'avais dit, je pense déjà le développement personnel, ça m'a énormément aidé, travailler sur mes émotions, sur mes pensées, de prendre du recul, de déconstruire certaines croyances. Donc je l'ai fait pas mal consciemment et maintenant c'est un peu intégré, donc je le fais sans avoir forcément besoin par exemple d'écrire ou de faire des flots de pensée, tout ça. Après je me suis mis au sport. C'est marrant parce que je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui était pas très doué en sport. Je m'appelle à l'école, j'étais toujours dans les plus nuls entre guillemets ou les gens qui étaient pas choisis quand on faisait des sports collectif, à part la danse parce que j'ai toujours aimé la danse et en fait pendant la pandémie en fait j'ai commencé un petit peu petit à petit et maintenant en fait je prends du plaisir, donc c'est principalement du fitness, je regarde des vidéos sur YouTube mais j'ai intégré ça à ma routine et en fait de voir aussi les muscles qui commencent à se définir, c'est hyper gratifiant, j'adore ça, je me sens aussi beaucoup plus
beaucoup plus forte en fait. Et j'ai vraiment ça, hein. J'ai vraiment envie de me sentir, bien fit et tout ça. Après, je tricote pas mal. J'aime énormément le tricot. J'ai fait des études dans le design de mode, donc j'ai toujours eu envie d'avoir ma marque. Bon, ça c'est un peu un stand-by, mais en fait, j'ai redécouvert ma passion pour le tricot pendant la pandémie. J'ai l'impression que je me suis que j'ai renais. C'est ça qu'on dit. Je sais pas. J'ai jamais su. Je suis née à nouveau pendant la pandémie parce que il y a pas mal de choses en fait qui se sont définies et que j'ai déconstruit, que j'ai redécouvert, et du coup le tricot en fait partie, donc c'est une des choses qui m'anime dans la vie. Donc ouais, moi je suis quelqu'un de très solitaire, donc je vois très peu de gens, j'ai très peu d'amis, mes amis mes plus importants, ils sont toujours en France, donc il y a très peu de gens que je vois physiquement, à part elles que j'appelle de temps en temps et tout, mais en fait je suis très très solitaire. J'aime bien passer du temps chez moi, dans ma chambre, c'est un peu ma vie. Après je fais du bénévolat aussi à Oxfam, dans un charity shop. Il n'y a pas de mot équivalent en français, mais c'est en gros magasin de seconde main, mais dont les revenus sont donnés à des associations caritatives, quoi. Et donc voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'apprends à construire ma vie autour de choses qui m'animent en fait, et de vraiment, je pense aussi de travailler l'acceptation et la gratitude. Ça paraît un peu cliché, mais moi c'est quand même des choses qui m'ont pas mal aidée, d'accepter en fait que les choses sont comme elles sont, et de vraiment d'accepter qu'il y a énormément de choses en fait qu'on peut pas contrôler. Je pense que j'ai l'impression dans la vie il y a peut-être 5-10% de choses qu'on peut contrôler, le reste c'est pas de notre ressort, quoi. Et comment tu vois ton avenir affectif et sexuel? Tu l'as déjà dit. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ça? Est-ce que tu te visualises, je sais pas, dans un avenir proche ou lointain, ou pour toi t'es bien comme t'es aujourd'hui et il n'y a pas de raison d'espérer autre chose? Je pense qu'il y aura du progrès, parce qu'au final, en fait, ça fait que 3 ans et demi, en fait, que j'ai vraiment commencé à faire des rencontres. Donc c'est encore tout récent, j'ai l'impression d'être un peu un bébé de ce point de vue-là, donc je pense que ça va forcément progresser, et pourquoi pas un jour être en couple, mais comme j'ai dit, maintenant c'est plus une option et c'est pas forcément quelque chose de nécessaire, mais en tout cas de m'épanouir dans mes rencontres, d'être de plus en plus en connaissance de moi-même, de mes limites, de mes envies, d'être plus assurée, d'avoir mon estime de moi-même qui grandit en fait. Donc ça c'est l'avenir positif que j'ai envie de voir, quoi. Trop bien. Merci, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu veux dire aux auditeuristes de Sologamy comment on se connaît? Comment on en est venu à se faire cet épisode? Comment ça s'est passé? Alors c'est moi qui t'a contacté sur ton Instagram, et en fait j'avais découvert ton podcast à travers un autre podcast qui est Single Jungle, parce qu'en fait justement je cherchais des podcasts sur le célibat, et j'en avais marre d'écouter des podcasts sur l'amour, en fait, sur les rencontres. J'avais envie un peu de normaliser en fait le célibat comme aussi une expérience qui vaut la peine d'être racontée. Donc c'est comme ça, j'ai beaucoup apprécié l'interview que tu avais donnée pendant ce podcast. Donc je t'ai découvert comme ça, et du coup j'ai envie de participer à ton podcast. Donc je t'ai envoyé un message, un DM comme on dit. Oui, et on a vraiment galéré pour enregistrer cet épisode à distance, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à penser quand on fait un épisode à distance. En fait, c'est pour ça que je préfère faire en présentiel comme on dit, mais c'est pas toujours possible car tout le monde n'habite pas à Cherbourg.
ou à Paris. Est-ce que tu voulais conclure sur quelque chose pour les auditoristes? Est-ce que tu voudrais parler d'un projet que tu as, d'un dernier conseil, d'un dernier témoignage, ou est-ce que tu veux parler d'une œuvre culturelle ou d'une actualité, même si cet épisode va être publié dans très longtemps? Est-ce que tu veux finir par quelque chose? Moi, peut-être sur les émotions, comme au final c'est un peu le fil rouge aussi de l'épisode. Pour moi, au final, les émotions c'est vraiment quelque chose de personnel, et pour moi c'est notre responsabilité de les gérer, même si on est affecté par les autres. Au final, c'est nous qui avons le pouvoir de prendre soin de nos émotions, en fait. Et parfois, demander à l'autre d'en prendre soin, c'est aussi nous mettre en risque, parce que l'autre, en fait, n'a pas du tout les capacités autant que nous de savoir comment prendre soin de nous-mêmes. Donc, si j'avais un dernier mot, c'est vraiment prenez soin de vos émotions. Si vous en êtes le capitaine. L'indépendance émotionnelle. Ouais. Merci Anua, on arrête de discuter pour aujourd'hui. Chère auditrice, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous aussi, vous êtes célibataire par défaut, ou par choix, ou aucun des deux, ou un peu des deux? Vous pouvez m'écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les internets. Vous pouvez aussi écrire au podcast Sologamy sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et à m'envoyer votre avis. Aujourd'hui, je voudrais remercier Loli qui a laissé ce commentaire au sujet de l'épisode 29 qui s'appelait La grève du sexe avec Ovidie, un épisode qui a été beaucoup écouté. Donc Loli a écrit: je suis tombée sur le podcast sur la grève du sexe et ça me parle tellement. C'est fou de mettre des mots dessus et de si bien décrire les choses. Je suis hétérosexuelle et célibataire depuis presque 4 ans. Et même avant, le mec avec qui j'habitais, j'avais eu le déclic d'arrêter de me contenter du minimum d'actes sexuels qui ne m'apportaient rien. À part attendre la fin de l'acte, car finalement c'était encore nul et j'étais encore une poupée gonflable bien pratique. J'ai retenté quand même avec de nouveaux hommes durant les 4 dernières années, mais non, je n'y trouve toujours pas de sens ni de plaisir. Soit l'acte sexuel est basé sur le plaisir du mec et c'est tout, à se demander s'ils connaissent le corps qu'ils ont entre les mains, et puis j'ai compris que non. Soit des relations avec de la trahison, où j'arrive vite à partir en courant. Bref, merci beaucoup pour ces témoignages de femmes, pour cette parole qui se libère et pour le courage que vous avez de briser un tabou que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui ou se voilent la face parce que d'un point de vue sociétal, ce n'est pas dans la norme. J'ai 33 ans, pas d'enfant et célibataire parce que je refuse d'être dans une relation qui ne me convienne pas malgré que je veuille des enfants. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Loli pour ce témoignage très fort. Chère auditrice, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches sur les réseaux et le soutenir financièrement sur Patreon ou sur Tipeee. Je mets tous les liens dans la description de cet épisode. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle personne invitée. Au revoir Anua.